Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Destin de Femmes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Sheila Nouri, présidente et cofondatrice de l'association afghane de France. Elle se bat depuis la France pour les droits des femmes afghanes, pour leur voix, pour leur liberté, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Alors à travers son engagement, nous allons explorer non seulement la situation en Afghanistan aujourd'hui, mais aussi tout le courage qu'il faut de responsabilité et de solidarité pour défendre ses idées dans l'adversité. Bonjour Sheila. Bonjour Valérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de Femmes. Ça a été un grand oui tout de suite. Donc je profite de cette émission pour vous remercier. C'est vrai que c'est pas simple de parler de la problématique des femmes afghanes, d'autant qu'on en entend beaucoup parler, mais que vous êtes vraiment au cœur de la problématique. Et aujourd'hui, ensemble, on va essayer de mieux comprendre la situation des femmes en Afghanistan. Alors d'abord, vous allez nous raconter vos premières racines, votre enfance, vos origines et vos valeurs familiales. Alors, mes racines, je suis née dans mon pays. Je suis née en 1978, juste un an avant l'invasion soviétique. Donc, nous faisions partie des élites, c'est-à-dire que mon père était l'équivalent du préfet de Kaboul et ma mère était procureure de Kaboul. Oui. Quand il y a eu l'invasion soviétique, bien sûr, les élites, dans ce cas-là, se sont enlevées et tuées. Donc, mon père a disparu, ainsi que deux de mes oncles. Et donc, c'était au tour de ma mère, et donc elle a été obligée de nous prendre sous les bras, c'est-à-dire moi j'avais 2 ans, c'était en 80, ma sœur 3 ans et mes 2 frères aînés de 6 et 8 ans. Donc à travers les montagnes pendant une semaine sous les obus. Donc vous avez fait ce fameux parcours dans les montagnes pour quitter Kaboul. Pour quitter Kaboul. Vous vous en souvenez? Non, j'avais 2 ans, je pense que ça a été un tel traumatisme. Déjà on a du mal à se souvenir à cet âge-là et puis là c'était la guerre. Donc j'ai aucun souvenir. Donc les montagnes et arrivé ensuite dans quel pays? Au bout d'une semaine au Pakistan. Le Pakistan qui n'est pas du tout un pays, on va dire, très ouvert à la migration, mais malgré tout, ils ont quand même accepté. Donc, on a vécu 4 ans là-bas, dans un état de précarité totale au départ, parce que, voilà, nous étions arrivés sans rien, et ma mère a réussi à monter les échelons, elle a travaillé à l'ambassade iranienne, et puis, au bout de 4 ans, nous avions un oncle qui habitait ici en France, et qui, grâce à l'ONU, nous a fait sortir. Donc, vous êtes arrivé, vous aviez quel âge en France? J'avais 7 ans à peu près. Donc c'était en 86. Oui. Et donc vous avez toujours gardé contact avec votre famille restée en Afghanistan? Plus ou moins. Moi, quand je suis arrivée ici, c'est vrai que ma mère ne nous parlait pas trop de l'Afghanistan parce qu'elle n'avait pas fait son deuil. Puisqu'en fait, on n'a jamais su ce qui était advenu de mon père et de mes oncles. Donc c'est vrai que ça, elle avait toujours beaucoup, et d'ailleurs, elle a toujours autant de mal à nous expliquer cette période tragique de son vécu à elle. En même temps, c'est notre vécu, mais c'est vrai qu'elle a du mal déjà en plus de nous parler de notre propre père. Donc il faut lui arracher les mots. Oui. Et c'est rare qu'elle nous parle de notre père parce qu'elle n'a pas fait son deuil, ce que je peux comprendre. Oui, donc beaucoup de souffrance. Finalement, vous êtes arrivée ici en France et vous avez décidé de vous engager, d'être militante pour parler du statut des femmes afghanes. Alors racontez-moi pourquoi, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que vous vous êtes dit il faut que j'y aille et il faut que je parle? La première prise de pouvoir des talibans en 96, j'étais jeune. Donc mon côté égoïste, on pense qu'à soi, on voit pas trop loin dans le temps. Et puis deuxième prise de pouvoir, entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai 2 garçons, 2 filles, et c'est la prise de conscience qui fait que ça pourrait être votre fille qui soit interdite d'études, parce que mes 2 filles font de grandes études. Vous dites bonjour. Vous êtes en famille ici. Hein. Voilà, et la prise de conscience se fait par rapport au fait qu'on soit nous-mêmes parents, et puis étant moi-même très active, en dehors de l'association, je faisais d'autres choses, et je me dis, moi, d'un coup, du jour au lendemain, interdite de sortie, interdite de... Couvert de la tête aux pieds, voilà. Interdite d'études, etc. Et ça vous fait réagir aussitôt. Oui. Alors justement, la situation des femmes afghanes, vous nous en parlez aujourd'hui? La situation des femmes afghanes, eh bien, limite, j'ai envie de vous dire plutôt, la question, c'est qu'est-ce qu'il leur reste comme droit? Parce que si on recommençait à faire la liste, en fait, il reste très peu de droits, c'est-à-dire que le droit de respirer par elle-même, encore, elles ont droit. Oui, enfin ça c'est naturel. Non, c'est pour eux, je pense que c'est pas naturel non plus. À un moment donné, on va y arriver à ce stade-là. Mais il n'y a plus de droit tout court pour les femmes, mais il faut savoir qu'il y a une forme de résistance à l'intérieur du pays. Et que comme elles le disent elles-mêmes, on a été abandonné par l'Occident, eh ben, elles résistent par elles-mêmes. Donc il y a différentes formes de résistance que je vous expliquerai après. Alors, quand on dit qu'il n'y a plus de droit du tout, ça veut dire que les femmes sont entièrement couvertes, c'est l'invisibilité la plus complète, elles ne vont pas à l'école, elles ne peuvent pas se promener dehors, il y a quand même un temps limité dans l'espace public, même les petites filles ne peuvent pas sortir sans être couvertes de la tête aux pieds, mais vous parlez malgré tout, après toutes ces difficultés, vous parlez de résistance.
Parce que alors là, elle résiste comment? Elle résiste comment? Je peux vous en parler parce que j'y suis allée à 2 reprises cet été, au mois de mai et au mois d'août. Donc, entre ce qu'on entend ici et ce qu'on voit sur le terrain, c'est complètement différent. Dans le bon sens. C'est là où c'est pour ça que je peux vous parler de résistance. C'est parce que quand je suis arrivée, je m'attendais à voir un pays de femmes tout enchaînées, avec un homme au-dessus. Non. C'est que là, je dis, je comprends pas. Déjà, elles sont pas toutes en burqa. Que j'ai dit comment ça? Parce que nous, c'est l'image qu'on a en Occident, c'est que vous soyez toutes enfermées. Le peu de femmes qu'on doit voir dehors, vous devez être complètement de la tête aux pieds. On dit non. D'un, ils peuvent pas toutes nous cloîtrer parce qu'on est beaucoup trop nombreuses. Et deux, c'est notre forme de résistance à nous de sortir malgré tout. Et de pas toutes porter la burqa en totalité. Donc beaucoup sortent avec le voile, mais bien évidemment on voit pas les cheveux, avec un masque Covid pour pas montrer le visage malgré tout. Mais certaines enlèvent le masque, ce que moi j'ai fait. Et ça dépend sur quel taliban vous tombez. Si vous tombez sur les extrêmes, bien sûr qu'elles sont battues, enlevées et tuées. Et vous en avez d'autres qui... Il faut savoir qu'il y a 2 groupes de talibans en Afghanistan. Il y a, on va dire, entre guillemets, les modérés, si on peut appeler ça comme ça, les Haqqani, qui veulent que les femmes travaillent et étudient. Puis vous avez l'autre groupe, celui du chef suprême, Akhundzada, qui lui, c'est la femme doit être cloîtrée à la maison, c'est tout. Donc en fait, ça dépend sur quel groupe vous tombez. Bon, alors, il y a un petit groupe de femmes qui résistent, on l'a bien entendu, mais... Mais beaucoup de femmes résistent, et c'est très beau. Parce que comment on les a abandonnées, ben, ce sont elles qui résistent, et c'est très très beau. Oui, mais elles risquent cher. Elles risquent très cher, et c'est ça qui est... Je leur ai dit, de toute façon, on meurt quoi qu'il arrive. Autant mourir avec un peu de liberté, le peu de liberté qu'on s'octroie nous-mêmes. C'est dur. Alors la référence, c'est la mort pour être libre. Voilà. En même temps, ils n'ont pas trop le choix. C'est soit on accepte une fatalité, c'est-à-dire vivre cloîtré à la maison, mourir de faim, parce que beaucoup de femmes n'ont pas de mari, donc elles sont obligées de sortir acheter de quoi manger, celles qui ont les moyens, ou d'autres vont mendier malgré le fait que ce soit interdit, la mendicité désormais. Elles sont obligées. Bon, alors, vous êtes parti donc cet été 2 fois, hein, vous nous l'avez dit, en Afghanistan. La réalité, c'est quoi là-bas? La réalité, c'est que, oui, les études, c'est interdit. À partir de 13 ans, c'est fini. Il n'y a plus d'école pour les jeunes filles. Donc après, les jeunes filles, pour avoir une forme d'études, on va dire, elles vont toutes dans les madrasas, pour au moins sortir de la maison, avoir une forme, on va dire, comme elles disent, d'études. Elles sortent faire les courses, ça, il faut le dire. Qu'est-ce qu'elles ont dans la tête? Parce que ça, si elles vous sont voulez... déprimées. Oui, voilà, c'est pas suffisant. Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a de l'espoir en elles encore? Non, quasiment toutes ont perdu l'espoir. Toutes celles que moi j'ai vues. Qu'est-ce que vous leur amenez comme message, vous? J'ai dit que non, votre voix est entendue malgré tout. Mais elles me disent, alors pourquoi est-ce qu'on ne nous aide pas? Et là, je ne peux pas leur répondre parce que je ne suis pas une politique. Et je dis moi-même, je n'arrive pas à vous comprendre. Elles me disent, mais pourquoi tout le monde voit ce qu'on nous fait là? On nous cloître, on n'a plus aucun droit, mais pourquoi l'Occident nous regarde sans rien faire? Et l'apartheid de la reconnaissance de l'apartheid de genre, c'est bien arrivé en Afghanistan. On me dit, explique-nous ce que ça veut dire, parce que nous, on a cru qu'on allait tous pouvoir sortir grâce à ça. Je leur ai dit que c'était de la poudre aux yeux, cette reconnaissance, parce qu'en fait, ça n'a aucune conséquence sur les demandes de visa d'asile pour ces jeunes femmes ou ces femmes en question qui sont en danger. Alors, qu'est-ce que vous faites avec votre association quand vous allez les voir? Vous leur parlez? Vous les réconfortez? Quelles sont les actions concrètes? Les actions concrètes, c'est que nous, on fait de l'humanitaire. C'est tous les mois, on fait une distribution de produits alimentaires aux femmes isolées avec enfants principalement, parce que ce sont quand même elles qui sont le plus en demande. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les femmes. Désormais, l'économie va très très mal, parce qu'il n'y avait quasiment pas d'économie. Donc, hommes et femmes, désormais, sont cris famine. Et nous, on fait à notre petit niveau, on est une trentaine de femmes avec enfants, donc ça fait quand même pas mal de monde par mois. Et vous pouvez rentrer et sortir en Afghanistan comme vous voulez, en tant que Française? En tant que Française, mais moi, ce qui me permet d'entrer, c'est le fait que mon pays de naissance sur mon passeport français, c'est l'Afghanistan. Donc avec moi, je rentre sans visa, mais en fait, je dois avoir une pièce d'identité. Et je n'ai pas ma pièce d'identité. Ouais. Et les talibans me disent, mais ta pièce, j'ai dit, je ne l'ai pas, parce que j'ai quitté l'Afghanistan à l'âge de 2 ans. Donc je n'ai pas de pièce d'identité. C'est vrai qu'avec moi, ils s'arrachaient les cheveux, parce qu'ils ne pouvaient pas et me refuser l'entrée. C'est vrai que c'était mon totem, en même temps, je n'avais pas de visa. Donc c'était compliqué. En fait, même eux, ils ne comprenaient pas ma situation. Bon, donc vous faites des distributions de denrées alimentaires aux femmes les plus isolées, les plus seules, souvent avec enfants. Oui, avec beaucoup d'enfants. Mais ce que j'entends dans votre discours, c'est que finalement, elles se plaignent de ne pas être entendues. Donc, à votre avis, comment sensibiliser justement davantage l'opinion publique? Parce que sur les réseaux sociaux, on en parle énormément des femmes afghanes. On sait la situation des femmes afghanes. On sait à quel point c'est l'invisibilité la plus totale. Et pourtant, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Ce qu'il faudrait faire, c'est à nos politiciens qu'il faut poser la question, parce que c'est eux qui sont dans le silence le plus total envers ces femmes. Il y a bien évidemment des cas d'exception, mais je veux dire, des gens lambda comme vous et nous, on ne peut rien faire. L'Afghanistan reste toujours une question politique. Même si je fais de l'humanitaire, la question de l'Afghanistan restera toujours une question politique. Politique, oui. Des cas concrets des femmes que vous avez rencontrées? J'ai rencontré une ancienne, deux anciennes sportives de haut niveau. Qui sont retournées vivre en Afghanistan? Qui sont toujours en Afghanistan. Oui. Moi, je suis en train de monter un documentaire. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews et de vidéos de là-bas et je suis revenue avec ces vidéos, donc on est en plein montage. Et quasiment toutes les femmes que j'ai rencontrées sont en détresse psychologique. Toutes celles qui étaient actives, elles me disent, mais tu te rends compte là? Il y en a une qui travaillait au palais présidentiel, elle m'a sorti toute sa garde-robe, elle m'a dit, regarde ce que je portais avant, j'étais habillée comme toi. Elle dit, regarde, depuis 4 ans, je suis à la maison. Elle dit, regarde, je suis en surpoids parce que je suis en stress total depuis du matin au soir. Elle dit, j'ai beau faire le nettoyage, mais tu mets pas 20 heures. Elle dit, j'ai pas un château. Elle dit, mon seul travail, c'est de m'occuper de mon fils, ce qui est bien. Mais elle dit, mais même, tu peux pas sortir avec ton enfant. Avant, elle pouvait au moins sortir dans les parcs. Maintenant, tout ça, c'est interdit. Mais en tant qu'Afghane, vous, de la diaspora, quand elle vous voit venir, est-ce que ça leur donne de l'espoir de dire, il y a une liberté qui est peut-être possible, en fait. Elle y est arrivée? Oui. Ah oui. C'est ça le message, en réalité. C'est le message, c'est un disque. Tu repars là-bas, fais entendre notre voix. Dis qu'on a besoin d'être entendu et soutenez-nous surtout. Oui. Et les soutenir comment? Qu'est-ce qu'elles attendraient? Condamner ce que les talibans leur font, c'est-à-dire, elles disent au moins qu'on nous laisse étudier, qu'on nous laisse travailler. Parce que beaucoup, c'est ce que je vous disais, beaucoup n'ont pas de marin, de chaperon au-dessus d'elles. Et comment font-elles pour vivre? Beaucoup de femmes n'ont plus de mari. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont veuves. Toutes ces femmes, vu qu'elles n'ont plus le droit de travailler, elles font comment pour survenir aux besoins de leurs enfants? Là, de nouveau, elles recommencent à vendre les enfants. On n'en parle plus du tout dans les médias. Comment ça se passe, ça? Ça se passe que tout se fait en cachette. Désormais, ils ont interdiction de montrer ça. Avant, ils le montraient, on le voyait dans les vidéos. Maintenant, tout se fait en cachette si on est obligé de vendre les enfants. Et c'est horrible. Vendre à qui? Aux plus offrants. Toujours en Afghanistan? Toujours en Afghanistan. Après, on ne sait pas où vont les enfants. Hein. Je pense que là, on évite le sujet du trafic d'organes. Il y en a énormément. Le trafic d'organes. Vous vous rendez compte de tout ce que vous êtes en train de nous dire en si peu de temps, là, la place des femmes, l'invisibilité, le trafic d'organes, la vente des enfants. On parle vraiment de sujets extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Et personne ne bouge. Non, personne ne bouge. Parce que ça n'intéresse plus le Vous avez des subventions dans votre association? Non. Non, donc tout se fait grâce aux dons qu'on reçoit, grâce aux événements qu'on organise. D'ailleurs, il y a un prochain gala qui s'organise le 29 novembre. Pour récolter des fonds? Pour récolter des fonds, oui. C'est qu'on fait tout avec notre petit niveau et puis on essaie de faire entendre en même temps la voix des femmes. Vos objectifs principaux là, pour les mois futurs, c'est quoi? C'est rendre autonomes les femmes là tout de suite. Parce que quand j'y suis allée à 2 reprises et les femmes me disent c'est bien beau de nous donner à manger, mais elles disent on a une fierté aussi, on ne veut pas tout le temps dépendre de l'aide humanitaire, on aimerait travailler. Donc il faut savoir qu'il y a des métiers qui sont entre guillemets permis. Alors justement c'est quoi? Et bien là la couture est permise. Donc déjà, il y a plusieurs mois de cela, on avait fait une distribution de 16 machines de couture. Machines à coudre? Voilà. Et là, on voudrait ouvrir une usine. Donc là, je cherche les fonds pour acheter une usine et pouvoir les mettre au travail. Comme elles sont cloîtrées dans un local, on va dire, elles ne vont pas tenter ces messieurs. Donc, c'est entre guillemets, c'est permis. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter le plus rapidement possible en fait à ces femmes? On a compris que faire tomber le régime des talibans, on a compris que c'était pas possible. C'est possible si l'Occident y mettait les moyens, mais l'Occident ne veut plus s'engager sur ce terrain-là qui est beaucoup trop glissant pour eux. Ouais. Enfin, pour nous, c'est trop. Donc qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter rapidement? On peut leur souhaiter que ces messieurs prennent un peu conscience, qu'ils comprennent que sans ces dames, et bien sans ces femmes, ils ne seraient pas là. Et que plus ils rendront ces femmes incultes, qui éduquent les enfants à la maison, ce sont des femmes. En Afghanistan, c'est la maman qui éduque l'enfant, pas le papa. Donc une mère inculte, ça donne quoi? Aussi bien garçons et filles. Ça donne des enfants incultes. Mais on a vu ces derniers temps là ce fameux problème où les femmes étaient bloquées et que les hommes n'ont pas voulu les récupérer parce que c'était des femmes. Alors là-dessus, je voudrais revenir aussi parce que je me suis bien renseignée. Oui. Il faut savoir que par exemple, chaque ville ou chaque province, vous avez des talibans qui sont de la ville même ou de la province même. Ces talibans-là, c'est pas pour les dédouaner, ils ont quand même sorti les membres de leur famille ou des femmes.
Par contre, il faut savoir que principalement à Kaboul, les talibans, ce ne sont pas des talibans de Kaboul. Donc, par exemple, là, ce qui s'est passé à Konar, là où il y a eu les séismes, il y a une partie des talibans qui n'étaient pas de la région ou qui étaient vraiment ultra extrémistes, mon Dieu. Eh bien, ceux-là, eux, ils ont laissé les femmes mourir. Une partie n'a pas laissé mourir. Donc, des fois, j'aimerais bien qu'on rectifie un petit peu le tir, pas pour sauver la face de qui que ce soit, mais pour remettre les choses dans leur contexte. Mais bien sûr, il y a des femmes qui ont été laissées. Et c'est horrible. Parce c'est ce que je dis toujours, on utilise la religion pour dire non. La religion a dit, tu dois sauver, peu importe le sexe, dans ce genre de contexte. Oui. Quel message vous avez envie d'adresser aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Eh bien, de ne pas fermer les yeux sur l'Afghanistan. Parce que quand on ferme, là, on a fermé les yeux sur l'Afghanistan, ça s'est propagé à l'Iran. Oui. Et ça s'est propagé petit à petit. L'obscurantisme, c'est pire que la gangrène. Et plus on ferme les yeux, et plus la gangrène prend de la place. Et moi, je vous dis que la gangrène, elle est arrivée même ici. Donc, je dis toujours, il faut ouvrir les yeux, apporter son soutien. Je ne sais pas comment, parce que là, en Afghanistan, il y a eu trop de mal de fait, on les a abandonnés. Personne ne veut revenir. On va revenir si les Américains veulent revenir juste pour récupérer Bagram, mais pas pour le bien-être du peuple. On revient sur ce que vous venez de dire là, que la gangrène s'est propagée même ici. Vous voulez dire quoi? L'obscurantisme est partout. Je le vois partout. Vous le voyez ici en France? Je le vois partout. Merci beaucoup, Sheila Nouri, pour ce témoignage courageux. Je dois dire que vous nous avez dit des choses extrêmement graves, très vite, en gardant votre sourire, en essayant de garder espoir. Mais je garde le même sourire que ces femmes, parce que quand elles vous parlent de leurs problèmes, autant elles pleurent, et puis d'un coup elles se remettent à sourire. Donc en fait, j'apporte leur sourire avec moi. Merci pour cette voix que vous portez, et puis tout ce que vous faites dans des circonstances qui sont souvent hostiles. À travers votre parcours, on comprend que le destin d'une femme peut dépasser les frontières, s'imposer malgré les murs et se construire dans l'engagement collectif. Votre action nous rappelle que chaque femme a le droit non seulement de rêver, mais d'agir, de choisir. C'est bien ça. Et de vivre librement. Vivre librement surtout. On l'espère. Eh bien, il faut garder espoir toujours. Merci Sheila. Merci à vous.